Bonjour, chers maîtres, chers confrères. Donc, c'est à mon tour de vous présenter l'autre versant des pathologies valvulaires. Donc, c'est l'insuffisance tricuspide chez le polyvalvulaire. Donc, notre cas clinique, c'est celui d'une patiente de 42 ans, mère de 3 enfants, dans ses antécédents des angines à répétition et des arthralgies négligées dans l'enfance, des grossesses mal suivies, accouchements en milieu médical. Elle est connue porteuse de valvulopathie depuis quelques mois, à l'occasion d'une poussée d'insuffisance cardiaque globale. L'indication opératoire a été posée tout de suite. Donc, elle a été mise sous traitement médical, mais malgré ça, elle garde une dyspnée stade 3, avec une dyspnée paroxystique nocturne, des palpitations, des hépatalgies à l'effort. À l'examen clinique, donc, elle était eupnéique au repos, elle supportait le décubitus, donc tension à 10,6, une fréquence cardiaque à 80, de légers œdèmes rétromalléolaires avec une hépatomégalie à de travers de doigts, une turgescence des veines jugulaires et un reflux hépatojugulaire et une expansion systolique du foie. À l'auscultation, elle est arythmique avec un souffle diastolique d'insuffisance aortique et un souffle systolique d'IM. Et le souffle systolique dictait un éclat de B2 pulmonaire. Au poumon, donc, il y avait des fins crépitants aux bases. Le CG, il était en arythmie avec un axe droit et un bloc de branche droit incomplet et des troubles de la repolarisation. La radio de poumon, c'était une cardiomégalie V3 et une surcharge vasculaire pulmonaire bilatérale. Donc, bien sûr, on fait une échographie chez cette patiente. À première vue, donc un parasternal grand axe, nous avons donc des valves aortiques qui sont remaniées, des valves mitrales remaniées, voilà, avec une espèce de genou, une oreillette gauche dilatée, un VG qui paraît dilaté. Et aux mesures, donc effectivement, le VG dilaté à 68 sur 50 mm, avec une fraction d'éjection à 50% en Simpson biplan. L'oreillette gauche est très dilatée, elle fait 68 mm avec une surface à 54 cm² et un volume à 226 ml. Donc, quand on évalue ses valves gauches, on retrouve une insuffisance aortique grade 3, enfin, moyenne, avec un sort à 29 mm² et une IM grade 4, ou sévère, avec un sort à 40 mm² et un volume régurgité à 42 mm. Donc, à la coupe 4 cavités, ma vidéo, elle ne veut pas marcher. Ah, elle passe directement, donc je voulais quand même la description anatomique. J'espère que ça ne va pas planter. Pardon. Voilà. Donc, le côté gauche, on en a parlé. Maintenant, on va se fixer sur cette valve tricuspide. Donc, la valve, elle est modérément épaissie, mais ce qu'on remarque surtout, c'est ce diastasis systolique. Donc, cette valve tricuspide, elle ne se ferme pas pendant la systole. L'oreillette droite paraît dilatée. Le VD, on le mesurera plus tard pour voir est-ce qu'il est dilaté ou pas. Donc, quand on met la couleur, nous avons une insuffisance tricuspide qui paraît significative quand même, bien sûr. Quand on mesure son rayon de Pisa, donc on a une Pisa à presque 10 mm avec une surface de l'orifice régurgitant à 96 mm². On met un Doppler continu sur la tricuspide et nous avons ce flux donc triangulaire, hétérogène, dense en périphérie et donc peu dense au niveau central, avec des vitesses qui ne dépassent pas les 2 mètres. Donc, pour la quantification de l'insuffisance tricuspide, nous avons des paramètres, plusieurs paramètres, incluant la morphologie de la valve, l'extension du G, le Doppler continu, la vena contractale, le rayon de Pisa, la surface de l'orifice régurgitant, le volume régurgité et le flux veineux sushépatique. Et quand on voit notre patiente, donc on la retrouve au niveau de la classification IT sévère parce que nous avons un défaut de coaptation de la valve tricuspide. L'extension du G fait plus que 40% de la surface de l'oreillette droite.
Le flux au Doppler continu, il est dense, triangulaire, avec un pic précoce, et il fait moins de 2 mètres, donc ce qui témoigne d'unité massive. Nous n'avons pas calculé la vena contracta, mais nous avons un rayon de Pisa qui fait plus que 9 mm. Nous avons un sort qui fait plus que 40. Et nous avons, on n'a pas calculé le volume régurgité, ni l'inversion systolique. Moi, je vais vous montrer quelques images. L'inversion systolique du flux au niveau des veines sushépatiques. Donc normalement, pendant la systole, on ne devrait pas avoir ce flux rouge au niveau des veines sushépatiques qui témoigne du reflux au niveau de ces veines. Et quand on fait le Doppler, donc un TM couleur, nous avons ce flux rouge pendant la systole. Et normalement, on ne devrait pas avoir cette onde positive. Quand on l'a, ça veut dire qu'il y a un reflux pendant la systole dans les veines sushépatiques qui témoignent d'une insuffisance tricuspide sévère. Maintenant, devant ce tableau, quelles sont les questions qu'on pourrait poser? Bon, comme ce n'est pas interactif, je vais continuer. Donc, d'abord, on va devoir évaluer les pressions pulmonaires. Après, on va se poser des questions sur le retentissement sur les cavités droites. Ensuite, on va essayer d'évaluer la fonction ventriculaire droite. Donc, comme tout le monde le sait, c'est un facteur pronostic d'abord en périopératoire et de morbimortalité à long terme. Et à la fin, bien sûr, on va poser la question, est-ce qu'il y a une indication de plastie tricuspide sur cette insuffisance tricuspide? Donc, pour les pressions pulmonaires, nous avons bien sûr l'habitude d'utiliser le flux de l'insuffisance tricuspide pour évaluer la PAPS. Mais malheureusement, chez notre patiente, quand on a un flux comme ça laminaire, il nous est interdit de dire qu'il n'y a pas d'HTAP, vu que c'est un flux laminaire qui ne dépasse pas 2 mètres, et on imagine mal une polyvalvulaire qui n'a pas d'HTAP. Donc, on va devoir chercher un autre moyen pour évaluer la pression pulmonaire. Nous avons de la chance chez notre patiente, nous avons une insuffisance pulmonaire. Et donc, on mesure la PAPS à travers cette formule. Donc, on mesure la PAPM, qui est la pression en protodiastolique, et la PAPD, qui est donc le gradient au niveau en télédiastole. Et on utilise cette formule 3 PAPM moins 2 PAPD, à laquelle on rajoute la pression au niveau de l'OD. Et chez notre patiente, nous avons déjà pratiquement 70 mm de mercure sans rajouter la pression au niveau de l'OD. Donc pour l'évaluation de la pression de l'OD, un petit rappel sur comment on estime cette pression de l'OD. Donc selon les recommandations américaines de 2010, les variables qu'on devrait voir, c'est d'abord le diamètre de la veine cave inférieure, son degré de collapsus à l'inspiration, et puis il y a certains indices secondaires qui témoignent de pression dans l'oreillette droite qui sont élevées. Donc les pressions sont normales quand la veine cave est inférieure ou égale à 21 mm et son degré de collapsus à l'inspiration est supérieur à 50%. Donc dans ce cas, le gradient est entre 0 et 5 mm de mercure. Intermédiaire, donc entre 5 et 10 mm de mercure, quand soit la veine cave est inférieure ou égale à 21 mm, mais avec un collapsus inférieur à 50%, ou bien elle est supérieure à 21 mm, mais elle garde quand même un collapsus supérieur à 50%. Dans ce cas, on peut estimer cette pression au niveau de l'OD comme intermédiaire, donc entre 5 et 10. Et la pression est estimée est élevée à 15 mm de mercure, quand le diamètre est supérieur à 21 mm et le degré de collapsus inférieur à 50% lors de l'inspiration. Donc les autres paramètres, c'est quand on a un flux tricuspide restrictif, comme pour le flux mitral, une onde E très supérieure à l'onde A, avec un temps de décélération qui est très court. Quand on a une onde E sur une onde E', donc au Doppler tissulaire, au niveau de l'anneau tricuspide qui est supérieur à 6, cette fois pas à 15 comme par rapport à la mitrale, mais seulement 6. Et quand on a au niveau du flux des veines sushépatiques une prédominance du flux diastolique avec une fraction systolique inférieure à 55%, on peut se permettre de dire que les pressions de remplissage du VD sont très élevées. Ça veut dire que la précharge est élevée. Maintenant,
quand on essaie d'étudier le retentissement sur les cavités droites chez notre patiente, donc, l'anneau tricuspide est dilaté, il fait 44 mm et donc, il y a des recommandations pour toujours le rapporter à la surface mitrale parce que ça nous permet d'établir l'indication de la plastie mitrale. Chez notre patiente, l'anneau tricuspide il fait 44 mm et rapporté à sa surface corporelle, il fait 26 mm par mètre carré. L'oreillette droite est ectasique, elle fait 43 cm². Le VD est très dilaté, donc le rapport VD sur VG est supérieur à 0,6, tout en sachant que ce ventricule gauche est déjà dilaté par la double fuite, et on a déjà un rapport VD sur VG qui est supérieur à 0,6. La veine cave inférieure, nous l'avons trouvée à 30 mm et elle est peu compliante à la respiration, c'est-à-dire que ce pourcentage de collapsus est supérieur à 50%. Donc on peut déjà dire que la HTAP, elle fait donc 70 plus 15, ça fait au moins 85 mm de mercure, de PAPS. Pour étudier la fonction VD de cette patiente, donc on commence par les paramètres classiques qui devraient figurer sur tous les comptes rendus d'échographie. Donc d'abord le TAPS ou l'excursion de l'anneau tricuspide. Donc comme tout le monde le sait, c'est un TM sur l'anneau tricuspide et on mesure cette excursion systolique. Et normalement, elle va devoir être supérieure à 15 mm. Donc chez notre patiente, elle fait 17 mm. Et au Doppler tissulaire, on mesure la vitesse de l'onde S du VD. Donc c'est cette deuxième onde, pas la première, la deuxième onde. Et chez notre patiente, elle fait 14,5 cm par seconde pour une normale qui devrait être supérieure à 12 cm par seconde. On a aussi fait une fraction de raccourcissement de surface du ventricule droit. Vu que le ventricule droit, on ne peut pas faire une fraction d'éjection comme pour le VG parce qu'il n'est pas sur le même plan. Il est sur deux plans. Donc on a la 4 cavités, on a la chambre de chasse qui est sur un autre plan. Donc c'est pas comme pour le VD, pas comme pour le VG. Donc on peut pas faire un Simpson pour évaluer la fraction d'éjection. Et donc, plusieurs études se sont mises d'accord pour étudier cette fraction de raccourcissement de surface, qui est la surface en télédiastole moins la surface en télésystole sur la surface télédiastole. Et ils ont fixé une normale entre 32 à 60%, avec une valeur de référence à 35%. Donc, chez notre patiente, nous avons 47% de fraction de raccourcissement de surface. Maintenant, on va essayer, donc il y a un article qui est très intéressant dans Circulation 2008 de M. Haddad qui a étudié le VD sur toutes ces facettes, depuis l'anatomie, la physiologie, la physiopathe, donc tout, et ils ont relevé certains paramètres, donc tous les paramètres de la fonction ventriculaire droite, et ils les ont rapportés à leur valeur par rapport à la charge, donc la charge dépendance. Tout en sachant que chez nous qu'est-ce qu'on a étudié? Nous avons étudié la fraction de raccourcissement de surface du VD, le TAPS et l'onde S au Doppler tissulaire. Et malheureusement, tous ces paramètres sont très charge dépendants. Quand on voit qu'on a une insuffisance tricuspide qui est massive, qui risque de nous faire surestimer tous ces paramètres, donc on va devoir s'acharner à affiner un peu plus notre diagnostic quand on a des IT massives, des surcharges volumétriques. Donc on va devoir affiner notre diagnostic pour pouvoir être sûr que la fonction ventriculaire droite est bel et bien conservée. Et dans ce cas, les paramètres qui ressortent le plus, ce sont l'index de performance myocardique ou l'ancien index de Tay, donc je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et donc l'accélération isovolumétrique. Ce sont les deux paramètres qui sont les moins charge dépendants, et en les étudiant dans des cas extrêmes comme chez notre patiente où on a des IT massifs, ça nous permet quand même d'affiner un peu plus notre fonction VD.
Donc, je commence par l'accélération isovolumétrique. Donc, c'est quelque chose qu'on étudie sur le Doppler tissulaire. Donc, les ondes d'un Doppler tissulaire, nous avons d'abord, au niveau de l'anneau tricuspide, nous avons souvent cette première onde de contraction isovolumétrique, et la deuxième onde, c'est l'onde S qu'on a l'habitude d'étudier, c'est pendant l'éjection, donc c'est l'onde S systolique qui correspond au temps de l'éjection. Mais ce premier temps, pendant la systole, c'est le temps de la contraction isovolumétrique. Et donc, il y a certaines études qui s'y sont intéressées, et ils ont étudié cette Vmax, donc cette vitesse maximale de la contraction isovolumétrique qu'ils ont rapporté au temps d'accélération, le temps pour que la contraction isovolumétrique atteigne son maximum. Donc c'est ça. Donc la Vmax sur le temps d'accélération. Et plusieurs études se sont mis d'accord, donc une dizaine d'études se sont mis d'accord pour fixer un seuil pathologique à moins de 2,2 mètres par seconde carré. Donc mètres par seconde, c'est la vitesse qu'on divise par le temps, donc toujours en secondes. Et nous avons cette unité mètres par seconde carré. Et quand cette accélération isovolumétrique est inférieure à 2,2 mètres par seconde carré, on peut se permettre de dire qu'on a une certaine dysfonction ventriculaire droite. Donc, son grand avantage, comme je vous ai dit, c'est son indépendance des conditions de charge et de la fréquence cardiaque. Donc, chez notre patiente, nous l'avons étudié et nous avons une accélération isovolumétrique à 1,9 mètres par seconde carré. L'autre index, donc, qui est moins charge dépendance, c'est l'index de performance myocardique, ou l'ancien index de Tay. Pourquoi ces différences d'appellation? Parce que l'index de Tay, on utilisait le Doppler pulsé pour l'étudier. Donc on avait deux temps de mesure. D'abord le temps au niveau de la tricuspide, donc on met un Doppler pulsé au niveau de la tricuspide, puis un temps d'éjection au niveau de la valve pulmonaire, et on était obligé de calculer donc ce temps entre les deux, la fin du remplissage et le début du deuxième remplissage, et on calculait aussi le temps d'éjection au niveau du Doppler pulmonaire. Maintenant, avec l'avènement du Doppler tissulaire, nous avons tous ces paramètres au niveau du même Doppler. Excusez-moi, je ne sais pas pour vous expliquer. Voilà, donc quand on fait un Doppler tissulaire au niveau de l'anneau tricuspide, nous avons cette première onde qui est le temps de contraction isovolumétrique, qu'on cherche ici. La dernière onde avant le remplissage et le temps de relaxation isovolumétrique qu'on rapporte au temps d'éjection, qui est la durée de cette onde S. Donc on fait un Doppler tissulaire, on arrange la vitesse de déroulement pour avoir ce détail, pour pouvoir calculer tous ces temps. Et cet index de performance myocardique est normal quand il est inférieur à 0,32. Donc s'il est supérieur à 0,32, c'est qu'il est pathologique. Donc c'est un index qui est aussi bien systolo-diastolique et qui est relativement indépendant de la précharge, de la post-charge et de la fréquence cardiaque. Bon, je ne vous dis pas qu'on l'a fait chez notre patiente, voilà, mais c'était important de rapporter comme paramètre de la fonction ventriculaire droite. Et bien sûr, il y a pas mal d'études qui ont étudié. Donc, comme le VD est un peu difficile à étudier et qu'on n'a pas des seuils bien fixés, il y a pas mal d'études, j'ai rapporté juste celle-là, qui ont montré l'intérêt de la combinaison de plusieurs paramètres de la fonction VD pour pouvoir déterminer le pronostic à long terme. Et bien sûr, plus on a de paramètres qui sont altérés, plus le pronostic à long terme est mauvais. Donc on revient à notre patiente. Au total, c'est une double valvulopathie mitrale et aortique fuyante, donc une IM importante, une IA moyenne, en poussée d'insuffisance cardiaque globale. Elle a une unité massive sur des critères aussi bien qualitatifs que semi-quantitatifs. Elle a une HTAP très importante à 85 mm de mercure, mesurée par l'insuffisance pulmonaire. Elle a une dilatation des cavités droites,
si on peut dire un début de dysfonction ventriculaire gauche sur cet indice d'accélération isovolumétrique. Et c'est là que prend l'intérêt l'échographie 3D et l'IRM pour la mesure de la fraction d'éjection du VD et qui restent tous les deux le gold standard dans l'étude de la fonction VD. Et bien sûr, l'intérêt d'un faisceau de paramètres de la fonction VD pour déterminer le pronostic à long terme. Pour terminer, donc, notre patiente a bien besoin d'une chirurgie, bien sûr, sur son cœur gauche et à droite, les deux recommandations, que ce soit les recommandations européennes de 2012 ou les recommandations américaines de 2014, classent notre patiente en classe 1. Donc la chirurgie est indiquée donc, quand l'IT est sévère, donc primaire ou secondaire, surtout quand on opère la patiente d'une valvulopathie gauche. Donc les deux se mettent d'accord. Je vous remercie. Merci, Dr Chamy, pour votre présentation axée sur l'insuffisance tricuspide associée à la valvulopathie gauche. Une question ou une intervention? Alors, en attendant les questions, moi je voudrais ajouter un petit peu sur l'intérêt de la fonction ventriculaire droite, peut-être pour ce patient et un petit peu un plus pour le pronostic périopératoire ou au post-opératoire immédiat. Mais elle est aussi intéressante aussi chez les patients qui ont une IT isolée. Et on ne sait pas, est-ce qu'il faut aller les intervenir ou les IT qui se développent après une chirurgie gauche des années après. Donc, peut-être ces paramètres de fonction ventriculaire droite qui, bien entendu, ne sont pas dans les recommandations, peut-être que dans l'avenir, ils vont nous aider à prendre des décisions, surtout quand on veut reprendre ces patients. Voilà, il y a M. Benaoumar qui va intervenir. Félicitations pour cette belle présentation. Est-ce que vous avez parlé d'une HTAP sévère, mais est-ce que vous avez fait des tests pour savoir si elle est fixée ou pas? Est-ce que si elle est fixée, est-ce qu'elle est réversible ou pas? C'est très important parce que pour les suites opératoires surtout, parce qu'une fois opéré, double remplacement très probablement plus plastie tricuspide, il faut penser à ce moment-là aux suites opératoires qui risquent d'être très houleuses. Et peut-être que vous aurez même besoin de la mettre sous ENO en post-opératoire. Donc c'est très important de faire le test de réversibilité pour savoir si oui ou non il va falloir la mettre sous ENO. Permettez-moi de répondre. Donc, a priori, chez notre patiente, c'est une HTAP post-capillaire parce qu'elle a une double fuite. D'abord, elle a une fonction ventriculaire gauche qui est limite, avec une double fuite, 50% de fraction d'éjection, c'est déjà un début de dysfonction ventriculaire gauche. Et bien sûr, elle a une insuffisance tricuspide qui est massive, et il y a de l'hyperdébit. Elle a tout pour faire monter sa pression artérielle pulmonaire. Et je vais juste montrer, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'étudier la réversibilité, de faire des cathés chez ces patients qui ont des valvulopathies gauches, sauf quand on a une discordance, par exemple une valvulopathie pas très importante avec une HTAP très importante qui n'explique pas, le post-capillaire n'explique pas ce qui existe au niveau pulmonaire. Et puis on a aussi... Tout en sachant, en attendant que vous trouvez votre diapo, que ça peut être une HTAP mixte aussi. Oui, oui, effectivement. Mais là, si je vous montre bien, nous avons un paramètre qui plaide en faveur d'une HTAP pas fixée, donc une post-capillaire, c'est cette PAPD, donc la pression artérielle pulmonaire diastolique qui ne dépasse pas 5 mm de mercure. Donc ça fait vraiment post-capillaire et donc pas du tout fixé et ça nous rassure. Probablement notre patiente en post-opératoire va garder un certain degré d'HTAP, mais
je pense pas que ça soit inquiétant au point d'aller mettre de l'ENO. N'oublions pas qu'elle est en insuffisance cardiaque, qu'on peut encore majorer le traitement diurétique pour la dépléter encore plus. Probablement, on aura des chiffres de PAPS beaucoup plus bas quand on la mettra sur le versant sec. Et je pense que déjà sur le plan médical, elle n'était pas tout à fait équilibrée et qu'on pourrait baisser ce chiffre de 85 à au moins 70 ou voilà. Alors, ce qui plaide en faveur effectivement d'une HTAP non fixée, c'est que ce n'est pas une PAPS isosystémique. Voilà, déjà qu'il n'est pas isosystémique, et on a surtout la PAPD, voilà, la pression pulmonaire diastolique, qui est basse, qui fait 5 mm de mercure. Donc quand elle est élevée, quand elle arrive à 15 ou 20, là on commence à s'inquiéter. On se dit que peut-être qu'il y a de la HTAP fixée. Par contre là, je pense que c'est bon. D'abord, vous nous avez présenté un cas historique. Un cas historique, ce genre de situation clinique. Pas tellement historique, il faut juste faire un tour au côté de la cardio B et de la CCV. Avec ce massif atrial. Oui. C'est des situations véritablement, je ne sais pas quel était le médecin traitant qui les suivait. Les pauvres, c'est pas tellement le médecin qui... Mais c'est quand même, ou c'est des malades qui se présentent à un stade tardif parce qu'ils ne Elle n'était pas suivie, elle est arrivée en stade d'insuffisance cardiaque, donc elle ne s'est jamais fait suivre. Heureusement qu'on ne voit pas souvent des situations pareilles. En revenant à votre tricuspide, il s'agit d'une pathologie tricuspide organique. On ne parle pas d'une insuffisance tricuspidienne fonctionnelle. Non, elle n'est pas fonctionnelle. Vous avez des valves qui sont très épaisses avec un élément restrictif, oui. Donc il y a un élément sténosant et ça compliquera encore plus le problème pour le chirurgien parce qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre un anneau, mais de faire aussi une belle placie, ouvrir la valve tricuspide, oui. Ce qui va tarder un peu à la chirurgie. Bien entendu, il faut y aller. Que ce soit fixe ou pas fixe, bon, vous avez un critère échographie facile pour aller évaluer les résistances pulmonaires. Vous allez faire à partir de votre tricuspide, de votre ITV pulmonaire. Mais quoi qu'il en soit, cette situation, il n'y a pas d'autre issue. Hein. L'évolution spontanée est fatale. Donc il faut absolument y aller pour corriger la mitrale, l'aorte et la tricuspide. Je ne sais pas. Et si vous n'avez pas le Doppler tissulaire, pour les indices qu'a présenté notre collègue, vous avez simplement à partir du flux d'unité, vous pouvez faire bien sûr votre vitesse d'accélération. Oui, bien sûr, c'est le minimum. Parce que malheureusement, le Doppler tissulaire n'existe pas sur toutes les machines. Donc si vous ne l'avez pas, à partir du flux tricuspide, vous pouvez évaluer votre vitesse d'accélération, qui est un bon indice à l'image de la mitrale. Une question que je veux, c'est moi qui veux la poser maintenant. On a quand même un paramètre pour mesurer les résistances vasculaires pulmonaires qui est la Vmax de l'IT sur l'ITV pulmonaire. Mais je ne sais pas dans notre cas, quand on a un flux laminaire de l'IT, est-ce que c'est valable ou pas? J'ai trouvé ça nulle part, donc je n'ai pas pu me prononcer. Toujours valable. Même avec un flux laminaire. Oui, aucun problème, bien sûr.